Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Mardi des Bernardins. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur KTO, à ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et bienvenue aux nombreux téléspectateurs du Collège des Bernardins dans cette superbe auditorium du Collège des Bernardins. Le thème ce soir, doit-on se méfier des rapports marchands? C'est vrai, on a l'impression que tout se vend, que tout peut s'acheter. Trouver l'âme sœur sur un site de rencontre ou choisir le sexe de son enfant sur un catalogue. On a l'impression que le bénévolat est en chute libre, que les gestes gratuits disparaissent, que les moindres actions doivent être monnayées. Mais on remarque aussi que l'information et la culture sont accessibles à tous très facilement, gratuitement. On remarque que les services à la personne se professionnalisent. On remarque que les engagements humanitaires deviennent des vrais métiers et sont beaucoup plus reconnus. Alors qu'en est-il exactement? Sommes-nous rentrés dans une logique marchande implacable? Est-ce que tout, vraiment tout, est négociable? Est-ce que la philanthropie est une notion dépassée? Faut-il se méfier de ces nouveaux rapports marchands? 52 minutes pour répondre à ces questions avec 3 invités que je présente. Je commence par vous, Philippe Chagnal. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Caen. Je présente l'ouvrage de la revue MOS que vous présidez, enfin vous êtes le rédacteur en chef. Dernier numéro, marchandiser les soins nuit gravement à la santé. En tout cas, ce sont des thématiques que vous abordez très régulièrement. Vous aurez l'occasion de nous en parler. 2 revues par an sur ces thèmes. À ma gauche, Jean-Marie Destré, merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général adjoint de la Fondation Caritas France, qu'on connaît bien et qui appartient au groupe Secours catholique. Et enfin, à votre gauche, Bernard Perret, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ingénieur et économiste et vous travaillez aujourd'hui au ministère de l'écologie. 52 minutes donc pour répondre à ces questions ensemble. Bernard Perret, je vais commencer par vous poser la première question. On va essayer de définir ensemble, et puis tout le monde complétera, essayer de définir ce qu'est un rapport marchand. Alors, si on veut être très précis, il faut distinguer un rapport monétaire et un rapport marchand. Un rapport monétaire, c'est une activité, un service qui est rendu en échange d'une somme d'argent. Et en toute rigueur, quand on parle de rapport marchand, ça renvoie au marché, c'est-à-dire au fait qu'on est dans un univers concurrentiel. Mais on va peut-être pas non plus se polariser sur ces distinctions. On peut dire quand même que quand on regarde les grandes tendances de la vie sociale, on peut dire que la monétarisation et la marchandisation sont 2 processus qui vont de pair et qui sont quand même étroitement corrélés. Bon, mais si vraiment on veut être très basique, rapport marchand, c'est un lien entre 2 personnes avec un produit, avec quoi? Un lien entre 2 personnes avec effectivement cette particularité que ce lien il s'opère quand même par un équivalent monétaire. Je pense que c'est important, tout en évitant de diaboliser l'argent. Est-ce qu'il y a toujours un équivalent monétaire? Non, le troc peut aussi constituer une forme de rapport marchand, donc pas obligatoirement un équivalent monétaire comme vous l'évoquez, mais les nuances sont quand même utiles parce que vous donnez de l'argent de poche à votre enfant, c'est pas la même chose que de lui donner 2 €, 3 € chaque fois qu'il lit un livre, par exemple. Donc on peut chaque fois essayer de caractériser les situations. Elles sont différentes, mais je crois que ce qu'a dit Bernard Perret est essentiel. Il y a la dimension monétaire, la dimension marchande, elle est liée quand même à quelque chose qui s'appelle le marché, qui n'a pas toujours existé. Lorsqu'on dit marché, marchandise, marchander aussi, donc il y a la dimension de concurrence qui est importante, la dimension de compétition. Et on voit bien que c'est une forme de relation sociale singulière, différente des relations amoureuses, même si elles peuvent être marchandes. Un échange marchand, c'est une relation sociale, ce n'est pas qu'une relation économique? On peut considérer que dans les différentes relations sociales que nous connaissons, entre des relations économiques et parmi ces relations économiques, il y a les relations marchandes. Mais encore une fois, toutes les relations économiques ne sont pas des relations marchandes. Et est-ce que toutes les relations économiques sont des relations sociales? Jean-Marie Destré? Moi, je pense que toute interaction entre des individus, effectivement, a une portée de lien social. Mais effectivement, on est dans une économie aussi qui se dématérialise. Et on voit que, effectivement, ce lien social tend à se distendre et quelque part, l'individu peut disparaître derrière des ordinateurs, des produits financiers ou autres. Et à ce moment-là, je dirais, il y a effectivement des questions qui se posent. Est-ce que les rapports marchands, qui sont des rapports sociaux, donc vous venez de nous le dire, on est d'accord là-dessus, sont en train de tout envahir, de devenir la norme des rapports? Bernard Perret?
Il faut être nuancé, mais si on regarde, disons, sur plusieurs décennies, sur un demi-siècle, disons, on a très clairement une progression des rapports, de la marchandisation des rapports sociaux. Un symptôme qui pour moi est extrêmement parlant, c'est le domaine du sport. Quand j'étais jeune, je faisais de l'athlétisme et j'avais beaucoup d'admiration pour les champions d'athlétisme. Et je me souviens d'un champion de cross-country qui était employé à la RATP et que l'on montrait à la télévision en train de s'entraîner après son travail et qui se glorifiait et qui portait très haut la fierté d'être un amateur. Aujourd'hui, c'est impensable. L'amateurisme dans le sport de haut niveau, c'est devenu une incongruité. Donc ça c'est... Alors, on peut prendre cet exemple-là, il est assez parlant. C'est un très bon exemple, parce que, ensuite, so what, il faut le regretter, il faut... C'est-à-dire qu'après, il faut regarder les conséquences que ça peut avoir sur le dopage, sur tout un ensemble de... Après, il faut voir dans quel processus on est rentré et à quel point, aujourd'hui, l'argent dénature le sport. Je veux dire, quand on a un club de foot parisien qui est devenu le club du Qatar, j'ai rien contre le Qatar, mais je veux dire, ça veut dire qu'on est rentré dans un monde où l'argent est en train quand même de dénaturer assez profondément ce qu'est le sport. Philippe Chagnal, quelle serait votre analyse sur les causes de ce basculement vers cette financiarisation? Oui, la question des causes, c'est une question importante. Pour aller dans le sens de ce qu'évoque Bernard Perret, je crois qu'il faut voir des processus plus longs, c'est-à-dire qu'il y a des moments de marchandisation intense qui peuvent s'accompagner ensuite de processus de démarchandisation. C'est ce qu'on a connu, admettons, pour faire très très simple, dans l'après-guerre, c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est une façon de démarchandiser l'activité de travail, de garantir un certain nombre de protections, de constituer le salariat véritablement comme un statut qui offre des droits, qui offre des garanties, donc que le travail et que l'homme lui-même n'est pas simplement une marchandise. On peut observer ensuite des moments où le processus de marchandisation va s'approfondir. On vient de donner l'exemple du sport. On pourrait donner aussi l'exemple aujourd'hui de la santé. Marchandiser les soins, est-ce que ça nuit gravement à la santé? C'est une question qu'on a pu poser dans ce numéro de la revue du MOS. On peut l'évoquer dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc il y a des moments, il y a des processus de marchandisation. Et aujourd'hui, s'ils peuvent paraître plus systématiques, c'est peut-être parce qu'ils s'inscrivent dans une logique qui est une logique un peu différente, c'est-à-dire ce qui vient favoriser la marchandisation de champs d'activité qui en étaient en partie protégés. Alors on peut dire, oui, c'est le vilain capital, c'est ces terribles marchés, mais c'est aussi les États eux-mêmes qui ont favorisé, dans la gestion des services publics, de la santé, de l'éducation, des processus qui renvoient à une marchandisation, pas obligatoirement par l'introduction de relations monétaires, mais par le fait que toute chose a un prix, qu'il s'agisse de l'acquitter par une monnaie ou autre, où chaque chose doit être évaluée, doit être systématiquement quantifiée. L'exigence de rentabilité devient une exigence qui se répand dans des sphères au sein desquelles elle n'était pas fondamentale. Dans le sport, il ne s'agit pas d'être rentable. Il s'agit aussi de jouer du beau jeu, en quelque sorte. Oui, et donc, dans le sport, est-ce que on a l'impression que c'est un processus inéluctable? Jean-Marie Destré, est-ce qu'il faut le regretter, ça? La beauté du sport est toujours là, la compétition est toujours de plus en plus forte. On ne parlait pas d'un grand sportif, il faudrait inviter mon fils là, mais moi je suis quand même frappé sur une décorrélation totale, je dirais, des rémunérations par exemple. Je lisais dernièrement que un des joueurs de football les mieux payés devait gagner 6 millions de dollars par an. Donc on arrive, je dirais, à une perte de référence totale dans les rémunérations. Et si on revient, je dirais même dans la vie plus économique, le niveau de rémunération aujourd'hui des dirigeants du CAC 40 ou de la fameuse taxe à 75% dans la promesse de François Hollande qui était, on voit qu'en excluant et les sportifs et certaines catégories, on reste quand même à 1 millier de personnes en France qui gagnent plus d'1 million d'euros. Donc je dirais, qu'est-ce qu'on fait avec 1 million d'euros par an? Où est le juste niveau des besoins? Et à partir de quand est-ce qu'on estime qu'on a assez? Donc on a, je dirais, une sorte de course en avant vers la richesse. Et paradoxalement, pour réfléchir, je dirais, l'évolution de la marchandisation, c'est l'évolution, à mon sens, des rapports de société. Le fait que si on prend la garde des enfants,
C'est un bon exemple aussi. Aujourd'hui, il est quasiment impossible, c'est un casse-tête pour tout jeune parent dans la région parisienne de faire garder ses enfants si les deux travaillent. Donc ça veut dire qu'on est dans une évolution des modes où les deux conjoints travaillent, où il n'y a pas de famille en proximité nécessairement pour assumer une garde qui habituellement est assurée par une famille. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a une conjonction à la fois d'évolution de mode de vie et puis quand même d'une financiarisation de l'économie qui court, je dirais, on ne sait pas trop où elle va s'arrêter. Donc là, ça fait 3 exemples avec la sécurité sociale, le sport et en effet les modes de garde pour les familles qui montrent que oui, les rapports marchands ont tendance à envahir tout. Et j'aimerais bien explorer un peu plus les causes de ce constat. Je voudrais donner juste un point complémentaire qui montre à quel point cette évolution peut être problématique. C'est ce qu'on appelle l'accroissement des dépenses contraintes. C'est-à-dire le fait que aujourd'hui, pour vivre décemment, et le Secours catholique l'a bien montré à plusieurs reprises, le niveau de revenu monétaire qu'il faut posséder pour faire partie de la société ne cesse d'augmenter parce que il y a de plus en plus de services qui sont tout à fait nécessaires à la vie et qui aujourd'hui s'échangent contre de l'argent. On ne peut pas communiquer aujourd'hui si on n'a pas tout un ensemble de services, etc. On ne peut pas faire garder ses enfants, on vient de le dire. On ne peut pas se soigner à minima. Il y a énormément de choses qui sont vitales et qui aujourd'hui sont des dépenses contraintes et dont le niveau ne cesse de s'accroître. Et ça, c'est un des aspects de la monétarisation et de la marchandisation qu'il faut avoir présent à l'esprit. Est-ce qu'il y a des secteurs qui échappent à cette monétarisation générale? Dans le monde, je pense quand même que dans le monde associatif, on a quand même un bel exemple, je dirais, d'une forme, même si ce n'est pas totalement pur, mais d'une forme de gratuité. On sait qu'on a à peu près 1 300 000 associations en France. Un petit nombre sont employeurs, 165 000, donc à peu près 10% des associations seulement emploient des salariés, on y reviendra après. Mais au total, en France, on a à peu près 20 millions de bénévoles, toutes catégories confondues. Une bonne nouvelle, c'est que ces bénévoles, de plus en plus de jeunes deviennent bénévoles, donc ça c'est intéressant. Et une étude de France Bénévolat entre 2010 et 2013 montre que le nombre de bénévoles est en progression de 14%. Alors ça, c'est un indicateur intéressant, parce qu'on pourrait dire, dans ce monde où tout se financiarise, il y a de moins en moins de bénévoles. Non, il y a de plus en plus de bénévoles. Ça, vous le remarquez au Secours catholique ? On le remarque en tout cas, des demandes d'engagement. Alors, ce ne sont pas nécessairement les formes de bénévolat traditionnelles que l'on a connues par le passé, mais il y a de plus en plus, effectivement, de volonté d'engagement, d'action, de faire des choses. Donc, quel profil, ces nouveaux bénévoles ? On l'a dit, beaucoup de jeunes. Et puis aussi, aujourd'hui, peut-être du fait de la crise, des personnes, je dirais, on va dire en transition professionnelle ou en recherche d'emploi, qui se disent, tant qu'à faire, cette période un peu difficile, si je peux me rendre utile, quelque part, je la vivrai sans doute mieux. Ça peut être utile à d'autres et ce sera utile à moi-même. Et ça, c'est vrai que dans l'évolution du bénévolat, de plus en plus, on a un bénévolat qui va, je dirais, chercher un retour personnel, mais qui est de l'image de soi, de l'utilité sociale, du plaisir, je dirais, d'être ensemble, de créer du lien social. Est-ce que c'est une des premières réponses à cette marchandisation générale ? Qu'en dit le sociologue ? C'est très intéressant de l'évoquer en ces termes-là, parce qu'on voit bien qu'il y a deux façons de s'engager dans son action, dans ce que l'on fait. Dans une relation marchande, on pourrait dire que les motivations fondamentales, c'est ce qu'on appelle, d'un terme un peu barbare, des motivations extrinsèques. On ne fait pas les choses pour elles-mêmes, mais on la fait dans la perspective comme moyen d'obtenir autre chose, de l'argent, du pouvoir, du prestige. Et l'exemple du sport ou l'exemple de l'engagement tel qu'il vient d'être décrit montre qu'il y a tout un ensemble d'activités qui sont faites justement pour elles-mêmes. La motivation, elle est intrinsèque en quelque sorte. On le fait pour le beau jeu, comme on l'évoquait là. Un enseignant peut également être motivé d'une façon intrinsèque par son travail, par l'acquisition du savoir, le savoir pour le savoir, etc.
Et ce qui fait problème à travers la généralisation des relations marchandes, toute relative, et en même temps il faut la voir d'un point de vue historique, c'est qu'elle vient en quelque sorte considérée comme étant un peu scandaleux, le fait qu'on puisse faire des choses pour elle-même, pour le simple plaisir, par sentiment d'obligation morale, par sollicitude, ce qui ne constituerait pas en quelque sorte un moyen justement pour pouvoir bénéficier de ce qui permet de satisfaire à ses propres intérêts. Donc la question de la gratuité, je crois qu'elle se pose en ces termes-là, c'est-à-dire que dans une société où les relations marchandes se développent, eh bien, peu de choses vont garder une valeur en elles-mêmes. Et l'idée d'une dénaturation, comme Bernard Perret l'évoquait, du sport par exemple, est intéressante. Parce qu'on peut faire deux grandes critiques sur les relations marchandes. Première critique que l'on peut faire, c'est une critique en termes d'égalité. Plus les relations se marchandisent, ça a été évoqué tout à l'heure, bien plus les inégalités se creusent, parce que l'argent, on l'a ou on l'a pas. Et lorsqu'on l'a pas, eh bien, on n'a pas accès à un certain nombre de biens, un certain nombre de services. Donc le développement des relations marchandes, ici, il est un facteur qui vient aggraver des inégalités. Pensez aux exemples les plus extrêmes, une femme qui accepte de porter un enfant en Inde pour vendre cet enfant ou pour l'offrir à une famille occidentale beaucoup plus fortunée qu'elle. Voilà, la relation marchande, elle cristallise une inégalité fondamentale. C'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est ce qui renvoie à cette idée de dénaturation. C'est-à-dire que lorsque l'argent ou la relation marchande investit une activité, on a évoqué le sport, on peut évoquer le savoir, la connaissance, on pourrait évoquer un certain nombre d'autres choses, elle vient le corrompre. C'est-à-dire qu'il y a des biens et des activités qui peuvent être corrompus en un sens vraiment moral. Je ne comprends pas ça. Corrompus, transformés. Si vous voulez, l'activité de sport, c'est quoi? Ça consiste en quoi? À vouloir gagner. On gagne quoi? On veut gagner la partie, on ne veut pas gagner de l'argent. C'est autre chose. C'est le savoir. Comment? C'est toujours le cas dans le sport. Bien sûr, mais lorsque, au-delà du gain de la victoire, ce gain va s'accompagner de primes qui vont permettre ensuite d'augmenter la cote des joueurs qui vont se vendre ensuite sur un marché terrible que vous connaissez bien, on voit bien que la forme même de l'activité peut être mise en cause. Mais j'évoquais l'exemple tout à l'heure de donner des sous à ses enfants lorsqu'ils lisent des livres, par exemple. Est-ce que ça ne remet pas en cause? Est-ce que ça ne dénature pas ce que c'est que l'éducation? Je crois qu'il faut poser la question en ces termes-là, en termes assez fondamentaux. C'est-à-dire, il y a des formes d'activité sociale qui payent cher, j'ai envie de le dire comme ça, qui payent cher leur marchandisation. Lesquelles? Dans quel contexte? L'exemple de la garde d'enfants qui maintenant coûte très cher, en tout cas en région parisienne, ça voudrait dire quoi? Un délitement des liens familiaux? Ça voudrait dire... Ça serait un petit peu différent. Ça serait dire, est-ce que les liens familiaux doivent, d'une façon générale, être ouverts et avec quelles limites à des formes marchandes? On peut faire garder ses enfants sans qu'on y voit une sorte d'abandon d'enfants, etc. Vous donniez l'exemple de la... Mais on pourrait donner d'autres exemples. S'il y a un marché de l'adoption où on peut acheter des enfants, qu'est-ce que ça veut dire sur cette pratique ou sur ce qui constitue l'amour parental, par exemple? C'est pas sans conséquence là-dessus. C'est-à-dire que le fait de passer dans une logique de marchandisation transforme fondamentalement la valeur des choses. C'est pas neutre, voilà. C'est pas simplement un moyen, c'est pas simplement un instrument. On oscille pour autant, mais on oscille entre transformer et corrompre. Je vous laisse répondre, mais vous nous direz ensuite s'il y a quand même des événements bénéfiques. Qu'est-ce qu'il y a de positif avec Oui, bien sûr. Mais si on veut parler des limites de la marchandisation, il faut quand même avoir présent à l'esprit ces deux cas de figure un peu paradigmatiques, si on veut, que sont la prostitution et la corruption, qui sont traditionnellement considérés comme des domaines qui sont par nature, qui excluent par nature la relation marchande, parce que, à juste titre, on considère que le risque de dénaturation est extrêmement fort, extrêmement violent. Or, je laisse de côté la question de la prostitution, qui, je ne sais pas si on peut dire que le phénomène s'aggrave ou j'en sais rien, mais s'agissant de la corruption du monde politique par l'argent, on voit très bien qu'on est dans une zone rouge. Peut-être en France, mais certainement dans un pays comme les États-Unis, où le rôle de l'argent dans la démocratie a atteint un tel degré qu'on n'est pas loin de la dénaturation de la démocratie, tellement les lobbies ont en réalité du pouvoir pour... peut-être pas acheter de manière triviale les hommes politiques, mais en réalité pour les corrompre de 36 façons. Donc là, la question, elle est tout à fait claire. Alors pour répondre après
voir l'aspect positif des choses, on sera bien sûr ici tous d'accord pour dire que la marchandisation des rapports sociaux a évidemment accompagné l'autonomisation de l'individu, l'épanouissement d'une certaine forme de vie démocratique, tout un ensemble de bonnes choses qui sont liées à la modernité, évidemment, sont allées de pair avec la monétarisation. Tout après est affaire d'équilibre. Et je voudrais juste terminer en rappelant cette notion très importante qui a été mise en avant par le philosophe américain Michael Walzer, qui est l'idée de pluralisme. L'idée de Michael Walzer, c'est qu'une société n'est vraiment humaine, équilibrée, démocratique, que si on a un certain pluralisme des formes de reconnaissance et des formes de pouvoir. Il y a une zone où l'argent opère et il y a d'autres zones où ce sont d'autres formes d'excellence, d'autres formes de reconnaissance qui doivent prévaloir, comme par exemple à l'université, où on voit très bien que quand on distribue un jury de thèse, les gens sont déguisés, etc., pour bien montrer qu'on est dans une espèce de cléricature, où ce qu'on distribue, c'est quelque chose qui relève d'un autre ordre que simplement de l'argent, d'une autre sphère. Jean-Marie Destré, si on fait le parallèle entre ces vertus, parce qu'il y en a de la financiarisation, et les engagements bénévoles, enfin les engagements dans les fondations, les associations comme la vôtre, est-ce que votre métier a exigé une professionnalisation? Est-ce qu'elle s'est faite? Est-ce qu'elle s'est accompagnée de transformation et d'amélioration dans votre, je sais pas, dans votre efficacité, dans la productivité? Alors oui, je pense que cet équilibre est important et qu'il ne faut pas opposer, par exemple, salariat et bénévolat. Si je prends l'exemple du Secours catholique dont je suis issu, Secours catholique est une association de bénévoles, 60 000 bénévoles. Ces 60 000 bénévoles, aujourd'hui, sont appuyés par 1 millier de salariés. Donc, et 60 000 bénévoles qui, au final, permettent à venir en aide à peu près 1 500 000 personnes qui, très souvent, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, 1 millier de salariés, c'est énorme. Alors, est-ce que 1000 salariés, c'est beaucoup? C'est vrai que il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, il y avait 300, 350 salariés de moins. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'évolution des salariés a constitué essentiellement sur la création de postes d'animateurs en proximité, en région, pour accompagner les équipes bénévoles. Il s'agit de postes d'encadrement. C'est des postes d'encadrement, de conseil, d'aider à faire, de préparer le travail. Pourquoi? Parce que, je dirais, les bénévoles sont confrontés à des situations de plus en plus complexes. La pauvreté est de plus en plus excluante, la pauvreté est de plus en plus, je dirais, endémique, dure, enracinée. Et donc, devant ces situations complexes, il a fallu apporter des réponses de plus en plus professionnelles que les bénévoles ne pouvaient pas toujours apporter. Ou en tout cas, si les bénévoles, je dirais, apportent, quand on crée du lien social, le bénévolat, il va avant tout, dans une association comme le Secours catholique, recréer du lien social, créer, je dirais, de la convivialité, vivre ensemble, voilà, redonner de l'importance aux personnes, dire si tu existes, tu as de l'importance à mes yeux. Simplement, je dirais, un bénévole, il est confronté peut-être à une préfecture par rapport à une situation dans un camp de Rome. Il peut être confronté aussi à un problème de chercher des ressources localement, de monter un dossier de cofinancement ou un dossier pour résoudre une situation administrative complexe. Donc, je dirais, toute cette complexité aujourd'hui, je dirais, qui entoure la vie des personnes en difficulté, c'est vrai que le bénévole seul a du mal à faire, peut se décourager, qu'il a besoin de formation. Et donc, effectivement, on a pris le pari de mettre des salariés en appui à ces équipes de bénévoles. Est-ce que, et une remarque intéressante que vous avez faite tout à l'heure, dans les formulaires de recensement de l'INSEE, le bénévolat n'en fait pas partie. On est soit en activité, soit sans activité. Il y a il y a tout un champ qui sort, enfin, dès que ça sort du monde marchand, on a l'impression qu'on n'existe plus. Est-ce que, je m'adresse à vous, Philippe Chagnal, Il s'agit de catégories socioprofessionnelles en même temps. Il s'agit de classer les personnes. Regarde
de l'activité qui est la leur en termes de On a l'impression que quand on sort du rapport marchand au niveau professionnel, en tout cas, on n'existe plus. C'est la question plus générale, c'est-à-dire est-ce que l'identité qui est la nôtre, elle est encore aujourd'hui avant tout fondée sur une activité de type salarial, ou alors est-ce que son identité propre, on peut se la construire autrement? Bien sûr, la pression est très très forte pour qu'elle soit construite à travers l'activité professionnelle, avec deux nuances, c'est-à-dire qu'une activité professionnelle, c'est pas simplement une activité marchande. Le travail n'est pas une marchandise. Au sens où être salarié, c'est bénéficier d'un certain statut, d'une certaine condition qui est assortie de droits. C'est pas simplement quelque chose qui s'achète et qui se vend. Ça a été quelque chose qui s'achetait et qui s'est vendu. Le drame du 19e siècle, en grande partie, bien celui-là, lorsque le travail était seulement une marchandise. Désormais, il y a un statut. C'est la raison pour laquelle il est attractif, c'est la raison pour laquelle aussi l'autonomie, l'émancipation des femmes s'est fait justement par l'activité de travail. Donc je pense que cette nuance-là est importante. En même temps, la question qui est ouverte pour le bénévolat, c'est une question qu'il faut pouvoir aborder. C'est-à-dire que l'identité bénévole, lorsqu'on laisse de côté des images historiques un peu anciennes sur la valorisation, par exemple exclusivement religieuse de l'engagement, si autre chose peut être cherchée, de donner un sens propre à sa vie, elle peut supposer à l'évidence une réflexion sur les statuts du bénévolat. Et là-dessus, les discussions sont quand même largement ouvertes. Ce qui a été évoqué sur ces frontières floues du bénévolat et du salariat, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est-à-dire aller à la rencontre des personnes les plus pauvres, ça ne se fait pas comme ça, simplement par des bons sentiments. Il faut des procédures, il faut des dispositifs. On pourrait dire que l'appât du gain, c'est une chose. On peut aussi avoir envie de beaucoup donner. L'appât du don est peut-être tout aussi important et peut-être plus important que l'appât du gain, mais il faut le canaliser, il faut l'organiser parce que c'est pas simple. Donc cette dimension-là de professionnalisation, elle s'oppose pas, en quelque sorte, à une dimension de générosité, une dimension de gratuité. Et en termes d'identité, elle peut jouer un rôle vraiment fondamental. L'altruisme existe toujours, rassurez-moi. La philanthropie, il y a encore des philanthropes. Oui, tous les jours, je suis quand même dans mon travail à la Fondation Caritas France, je reste vraiment ébahi de la grande générosité, de la très grande générosité, et de personnes qui peuvent vous donner des sommes très importantes et qui ne demanderont pas de reçu fiscal, et voilà, c'est un don totalement c'est un don totalement gratuit qui bien sûr a, je dirais, une contrepartie de satisfaction personnelle, je pense, d'estime de soi, mais cette générosité existe. Pour revenir avec notre... Je rebondis juste là-dessus. Bernard Perret, quelle serait la contrepartie du don? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des dons qui peuvent être motivés par des raisons spirituelles ou philosophiques. On a tendance à croire qu'un don, c'est un don et que voilà, a priori, c'est gratuit complètement. Mais il y a beaucoup de formes de dons qui sont en réalité des formes d'échange. Mais il y a tout de même une grosse différence entre un échange marchand et certaines formes de dons. C'est l'inscription dans la durée. C'est-à-dire qu'on peut faire par exemple, typiquement, quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est pas totalement gratuit parce que on sait qu'on rentre dans une relation où il y aura de la réciprocité. Simplement, la vraie différence avec le rapport marchand, c'est que cette réciprocité, elle s'inscrit dans la durée. On crée une relation durable sur laquelle on pourra compter, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très différent. La gratuité d'un don engendre une réciprocité à long terme. Souvent, enfin pas toujours, mais ça, il y a un spécialiste du don. Elle génère je t'en prie, elle génère des relations plus longues au sens où l'échange marchand est un échange simultané, c'est-à-dire lorsque vous avez acheté votre baguette de pain, ça en est fini. Vous n'êtes pas obligé d'entrer préalablement en relation avec cette personne-là, votre boulangère, votre boulanger, de poursuivre la relation après. Donc on pourrait dire que dans l'échange marchand, le lien entre les personnes, il est simplement au service du bien. C'est ce qui permet au bien de passer d'une personne à une autre. Dans le don, pour employer cette formule-là, à l'inverse, le bien, il est au service du lien. Le cadeau, c'est quoi? À travers le cadeau, la façon de le choisir, la façon aussi de le présenter, le paquet cadeau, c'est pas rien, etc., etc. Dans le don lui-même, qu'est-ce qu'on symbolise? On symbolise la relation.
Le don à son amoureux, à son amoureuse ou à ses enfants est gros de signification en quelque sorte. Donc il marque la relation, il symbolise la relation, il vise à reconduire la relation. La plupart de nos relations auxquelles nous tenons, familiales, amoureuses ou autres, ce sont des relations que nous nourrissons à coup de dons et pas à coup d'argent. Alors c'est pour ça que les transformations du cadeau, le chèque cadeau, etc., posent des questions intéressantes de ce point de vue-là. C'est-à-dire en disant, voilà, celui à qui je vais faire mon cadeau, il sait mieux ce qu'il aime que moi. Et donc, voilà, je vais lui donner de l'argent ou un chèque cadeau, peu importe. Et à partir de ça, il se fera plaisir, en quelque sorte. Donc, on ne veut pas s'engager dans la relation. On ne veut pas symboliser à travers le don que l'on fait. On peut se tromper, ça arrive. C'est pas très grave. On veut justement pouvoir marquer cette relation-là. Et je crois que c'est quelque chose d'assez important, ces petites transformations. On parlait de corruption ou de dénaturation. Le chèque cadeau, ça dénature un peu l'idée de cadeau. Parce qu'un cadeau, c'est plus qu'un objet. Est-ce qu'un journal gratuit qu'on me donne dans le métro et je le prends comme un don, est-ce que c'est un don gratuit en fait? Non, parce que faut voir comment c'est financé, la pub qu'il y a derrière, etc. Puis aussi la qualité du journal. On parlait de professionnalisme tout à l'heure. Reprendre des dépêches de l'AFP. Moi, je connais des journaux de ce type-là où on vous appelle chez vous en vous demandant, vous pouvez nous faire un article pour dans 2 heures. Évidemment, on n'est pas payé quoi que ce soit, mais je ne demande même pas. Mais voilà, bon, de ce point de vue-là, et là, j'accuse un peu le trait, mais effectivement, ça n'a rien à voir avec du don. C'est pas parce que les choses sont gratuites qu'elles relèvent du don. Elle peut être apparemment gratuite, on l'a évoqué sur l'Internet, l'apparence de la gratuité elle est importante, mais quand vous voyez le nombre de pop-up et de pubs qui se glissent dans cette aventure-là, on voit bien que la gratuité est toute relative. Alors, là aussi c'est passionnant, on a l'impression qu'avec ces rapports marchands envahissants, même la gratuité a été corrompue. Oui, alors sur Internet, il faut... Internet, on a l'impression que c'est gratuit, on a l'impression que le savoir est accessible à tous. Effectivement, il y a une partie pour laquelle on n'est pas dupe, c'est qu'on sait très bien que la gratuité de certains contenus est en réalité ce qu'on échange, c'est du temps de cerveau disponible, pour reprendre une expression bien connue, et que on vous vend l'obligation de regarder un certain nombre de publicités. Mais à côté de ça, sur Internet, il y a d'autres phénomènes qui, eux, sont beaucoup plus significatifs d'une certaine manière. C'est le développement d'une économie collaborative, ou par exemple Wikipédia, où des gens collaborent gratuitement à une œuvre commune. Ou bien il y a des échanges de conseils, des échanges par exemple des gens qui échangent des partitions, il y a toutes sortes de formes de collaboration. Et puis il y a l'Internet comme média qui sert à mutualiser des liens, à faire du covoiturage, à faire de l'autopartage et à rentrer dans des dynamiques de mutualisation et de dons et de contre-dons qui ont une autre portée. Donc le phénomène Internet a des tas de strates, en quelque sorte, dans la manière dont Internet interfère avec notre sujet. Alors comment le sociologue arrive? Est-ce que déjà vous arrivez à avoir un peu de recul par rapport à ce qu'Internet peut apporter depuis quelques années? En quoi ça a bouleversé ces rapports marchands? Est-ce que c'est pas en train de mettre un peu le holà sur cette espèce de financiarisation générale? Est-ce qu'on a assez de recul? Moi, j'en ai peu parce que je ne suis pas spécialiste du domaine. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, je l'ai dit très spontanément, mais considérer l'Internet comme le grand bastion de résistance à une éventuelle marchandisation généralisée, ça me paraît un peu court. Il faut justement avoir un point de vue très sensible aux ambivalences, comme Bernard Perret l'a évoqué. Il y a le pire du marchand, en quelque sorte. Il suffit de voir comment on peut attraper un certain nombre de virus pour le voir. C'est lié à ça aussi. Derrière, c'est tout un dispositif commercial. Et puis, il y a aussi des formes de partage, de mutualisation, ou des jeux pratiques de mutualisation. Elles peuvent reposer sur un média comme celui-ci, comme elles pouvaient reposer sur des médias tout à fait différents, comme des tontines ou ce que vous voulez, ou des coups de main entre voisins. Des fois, c'est rien d'autre qu'un coup de main entre voisins. Simplement, ces voisins, ils ne sont pas voisins de palier, ils sont un peu plus, ils peuvent être à une très grande distance. Donc, il y a cette très grande ambivalence qu'il faut, de ce point de vue-là, se raisonner en quelque sorte et ne pas considérer que c'est le royaume enfin réalisé de la gratuité. Mais il y a des formes d'intelligence collective qui prennent une forme tout à fait particulière sur Internet, et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Autre chose Pardon, Jean-Marie Destré. Non, on peut dire aussi qu'au-delà peut-être d'Internet, même si Internet est un outil, il est intéressant de voir ces jours-ci à l'Assemblée nationale est en débat la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et on voit quand même apparaître aujourd'hui
L'économie sociale et solidaire, c'est quand même à peu près plus de 200 000 entreprises, c'est 10% de l'emploi en France aujourd'hui, c'est 10% de la valeur aussi créée chaque année en France. Et on voit quand même émerger de plus en plus, effectivement, le souhait d'apporter une réponse à un besoin social. Cette réponse, elle rentre dans un cycle, je dirais, effectivement, monétaire, marchand, mais en capant, je dirais, en mettant des limites claires à la lucrativité. On peut faire des bénéfices, mais ces bénéfices n'ont pas vocation à venir enrichir un actionnaire, mais ces bénéfices sont réinvestis, je dirais, pour développer plus de services, un service de meilleure qualité, pour investir. Et là, je pense que, et si on a ici des jeunes qui sont en préparation de grandes écoles, on voit apparaître dans tout le champ de l'économie sociale un engouement, mais formidable, je dirais, qui n'existait pas il y a 10 ans, d'une jeunesse et de moins jeunes, qui se disent, mais finalement, l'économie, oui, tout à fait, mais je dirais l'économie débridée, me décarcasser 50 heures par semaine uniquement pour le cours de l'action que personne ne mérite, non. Par contre, me décarcasser 50 heures par semaine pour avoir, je dirais, un vrai impact sur la société, sur l'environnement, trouver, innover, créer des réponses à des besoins sociaux existants, ça oui, je suis partant. Et je pense que, voilà, je dirais, c'est une tendance aujourd'hui aussi qui est lourde. Tout comme on parlait du bénévolat qui augmente, je pense que l'économie, qui est un grand fourre-tout aussi, l'économie sociale, mais dans cette économie sociale, il y a quand même clairement, je dirais, les associations, les fondations, des formes de social business aujourd'hui qui sont très intéressantes, qui utilisent, je dirais, les bons outils de l'économie, qui ont besoin de capitaux, qui cherchent des investisseurs, mais qui, quelque part, dont la finalité n'est pas une course sans fin vers la lucrativité. Je pense qu'on a assez bien résumé les choses avec vous, Jean-Marie Destré, mais vous avez parlé d'une prise de conscience qui s'est faite il y a une dizaine d'années. Comment le sociologue pourrait... qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans ? Qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience ? Je ne sais pas si je peux vous répondre comme ça. Un peu. Le sociologue n'est pas celui qui obligatoirement tâte le pouls de la société et pourrait le savoir. Non, mais en même temps, c'est des questions de citoyens. C'est pour ça qu'il faut aussi un peu se retirer ses habits professionnels et puis prendre la parole pour voir ce que l'on peut juger aussi à partir d'intuition et puis de ce qu'on considère souhaitable dans l'évolution de la société. Ce qui a été dit sur l'économie sociale et solidaire, ça renvoie à un aspect important qui mérite d'être rappelé ici. C'est une forme d'économie qui a des dimensions marchandes, mais qui n'a pas seulement des dimensions marchandes. Elle hybride des ressources différentes, c'est-à-dire bien sûr des ressources liées au marché, à la vente de produits, de services, mais également des subventions publiques, de l'État, plutôt des collectivités locales, etc. Et puis cette dimension, cette force productive que constitue le bénévolat, donc ce qui renvoie au don, ce qui renvoie à la réciprocité. Donc là, on a une autre façon de concevoir en quelque sorte l'activité économique. Et il y a cette idée, cette vieille idée, la vieille histoire de l'économie sociale, au moins depuis le 19e siècle. Donc c'est pour ça qu'à 10 ans, j'ai du mal à parler. Je peux parler sur un temps plus long, parce que c'est plutôt dans ce temps-là que j'ai l'habitude de m'installer. Mais cette vieille tradition des mutuelles, cette vieille tradition des coopératives, dans lequel il s'agissait déjà, en quelque sorte, de trouver des moyens, des dispositifs très, très ingénieux. Il n'y a rien de plus ingénieux que le dispositif des coopérations, de production, de consommation ou des mutualités pour pouvoir cantonner les relations marchandes. Parce que ce qu'on est en train de dire, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que les diaboliser par principe, c'est un peu facile, quoi. Un spectre entre le monde, le spectre des marchés, etc. D'abord, on regarde l'histoire, les choses sont plus difficiles, mais il faut déjà avoir en tête que toutes les relations économiques ne sont pas marchandes, n'ont pas été marchandes dans l'histoire de notre humanité. Le marché est relativement récent. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le cantonne ? En l'articulant aussi à des registres différents qui peuvent donner une place au don, à l'engagement, à l'altruisme, qui peuvent aussi donner un rôle à la puissance publique, il ne faut pas l'oublier, on l'a un petit peu oublié dans ce qu'on a dit là. Et de ce point de vue-là, l'économie sociale et solidaire y participe pleinement. Est-ce qu'elle est en plein essor aujourd'hui ? Je serais moins confiant, en quelque sorte. Je trouve que le contexte est plus difficile, mais il faut aller au-delà, il faut aller voir ce qui se passe, il faut sortir de l'Europe. Il faut aller voir ce qui se passe en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ce qui se passe en Inde. Là, il se passe des choses absolument passionnantes. Bernard Perret, 10% de l'emploi qui provient de l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'elle est en croissance ? C'est la question à laquelle l'économiste peut répondre ? Apparemment, d'après ce que je peux lire ici ou là, il semble qu'elle soit effectivement... qu'il y a un réel dynamisme, mais je n'ai pas d'informations très
très précise là-dessus. Ce que je voulais... Juste, le potentiel est de 100 000 créations d'emplois par an. Donc tout le monde se targue de créer 100 000 emplois par an. Le MEDEF, l'économie sociale et solidaire dit clairement aussi qu'elle a une capacité de création de 100 000 emplois par an. Le grand avantage, c'est qu'ils ne sont pas délocalisables Voilà, pour l'immense majorité de ces emplois. Ce qui est quand même pas mal, effectivement. Non, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a tout un aspect qu'on n'a pas encore abordé dans le débat, c'est les relations marchandes vues de l'entreprise. Et le fait que ce qui est peut-être moins bien perçu aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de processus qui font que, d'une certaine manière, les entreprises aujourd'hui sont obligées de se situer dans un monde qui n'est plus strictement marchand. Et on le voit avec la responsabilité sociale et environnementale, avec le fait que les entreprises sont obligées de rendre des comptes sur des valeurs qui ne sont plus uniquement des valeurs monétaires et marchandes. Elles doivent rendre des comptes sur leur impact social, sur leur impact environnemental. Alors on peut avoir plein de suspicions sur ce qui est fait actuellement à ce titre-là. Oui, parce que négocier la tonne de CO2 produite, on retombe dans les... Non, il y a beaucoup de critiques, mais le mouvement, n'empêche, est quand même assez réel. Et puis, par ailleurs, je vois avec la chose, avec ma casquette d'écologiste, travaillant au ministère de l'écologie, on voit qu'à travers les questions environnementales, les entreprises sont obligées de rentrer dans des démarches où elles prennent en compte des éléments de valeur et des préoccupations qui ne sont plus strictement des préoccupations marchandes, qui sont des préoccupations, par exemple, de pérennisation de certaines ressources, qui les obligent à rentrer dans des processus de coopération au sein de filières, etc., de se préoccuper de leurs relations avec les collectivités locales pour gérer des déchets, on rentre dans une complexité qui fait que l'entreprise elle-même, progressivement, est amenée à se situer comme un acteur qui n'est plus strictement un acteur qui vend des biens sur un marché et qui se préoccupe de maximiser sa valeur en bourse. Et l'environnement est un exemple particulièrement frappant de la limite très rapide que peuvent atteindre des relations marchandes. Si un produit commence à se raréfier, ça peut être une espèce de poisson, est-ce que l'extraire du champ marchand va permettre sa survie ? Là, c'est la limite des relations marchandes. Tout à fait. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, face à de nouvelles formes de rareté, vous avez parlé des poissons, c'est un très bon exemple, mais on peut parler du climat, on peut parler de la gestion de certains métaux rares qui vont bientôt, qui pourraient faire défaut dans 10 ou 20 ans. Les entreprises prennent conscience du fait qu'elles sont obligées de rentrer dans des modes de gouvernance, dans des modes de gestion coopératifs qui obligent à sortir, à mettre un pied en dehors d'un univers purement marchand. Et notamment en termes de partenariat. On voit que le mot partenariat est devenu un mot tout à fait à la mode, et je crois que ça correspond quand même à une réalité. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on parle avec certains, responsables d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, dans la compétition aussi pour attirer les meilleurs talents, on n'attire plus aujourd'hui nécessairement le meilleur talent avec la plus grosse fiche de paie. Aujourd'hui, et notamment dans les plus jeunes générations, beaucoup, Est-ce qu'on tombe pas un peu dans l'angélisme quand on... Non, du tout. Je pense que si vous parlez avec, les responsables de Danone, et si vous parlez un peu du fonds qu'ils ont créé avec Mohamed Younous pour expérimenter des modes de social business, ça a été un laboratoire mais un des plus grands avantages, ça a été d'avoir une quantité extraordinaire de jeunes talents qui étaient séduits parce que l'entreprise était capable d'aller sur ces champs-là et ne leur parlait pas simplement de rentabilité économique. Donc, je pense que ça peut être des dimensions gagnant-gagnant entre effectivement, il faut se méfier du social washing, du green washing, mais d'un autre côté, une entreprise qui joue vraiment le jeu, je pense qu'elle peut effectivement trouver de nouveaux champs d'implication des salariés. On le voit dans toutes les fondations d'entreprise. Je suis conseiller d'administration d'une fondation d'une grande entreprise, et on voit comment dans cette grande entreprise, qui est dans le secteur du luxe,
des salariés sont extrêmement, je dirais, motivés et désireux d'aller à la rencontre du public qu'ils ne rencontreront jamais socialement, qui ne sont pas dans leur champ. Et pour ces salariés qui acceptent de se confronter à ces publics, de transférer effectivement une partie de leur savoir-faire, que ce soit dans la mode, les maquillages ou autres, je dirais, c'est infiniment plus motivant pour un salarié d'avoir pu vivre cette expérience que de gagner, je ne sais pas, un bon de réduction sur les produits de la marque en fin d'année, comme c'est habituel, quoi, je dirais. Il y a de nouveaux champs qui s'explorent. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux champs là, que vous mettez en avant voilà, pour faire face à cette marchandisation générale. Voilà, l'environnement, c'était le premier. La consommation collaborative, la production collaborative, tout ce qui est économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut essayer d'en explorer d'autres, Philippe Chagnal ? Le champ est vaste. Et ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, c'est qu'on le voit pour les plus jeunes, par exemple, puisque ça fait partie du public et de ceux qui ont initié notre discussion. Cette idée de rechercher dans son travail autre chose que la bonne fiche de paye, la bonne position de pouvoir, s'en renvoie bien quand même, mais dans une société au sein de laquelle le processus de marchandisation s'accroît fortement, à une recherche de sens, c'est-à-dire de s'engager dans son travail pour des raisons intrinsèques. C'est-à-dire que mon boulot, il a du sens pour moi. Je peux m'identifier à ce travail-là, ça renvoie à des valeurs éthiques qui sont les miennes, parce que j'ai aussi un plaisir dans la qualité même des relations qui s'y nouent. Donc ça, c'est un aspect très très important qui montre justement la force des motivations intrinsèques, morales dans nos sociétés. Et ça pose une question beaucoup plus large, c'est est-ce que nos sociétés sont capables aujourd'hui de faire un usage efficace de ces ressources morales, en quelque sorte, qui sont présentes. On a plutôt tendance à les laisser en jachère, surtout à travers la marchandisation, ou, comme je l'évoquais, à les corrompre, en quelque sorte. Donc, tout est bon pour en faire un usage, justement, beaucoup plus intelligent, parce que cette force productive que constitue la solidarité, etc., elle existe. Si on revient sur la notion des valeurs, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Jean-Marie Destré, dans Caritas et Veritate de Benoît XVI, on lit « L'être humain est fait pour le don. C'est le don qui exprime et réalise sa dimension de transcendance. » Oui, et au Secours catholique, on expérimente que, je dirais, ce qui met l'homme ou la femme debout, c'est vraiment la capacité de donner et de se sentir utile pour les autres. Et ça commence, je dirais, on va penser peut-être aux donateurs nantis qui donnent, mais l'inverse est vraiment tout à fait probant. C'est que les personnes les plus en difficulté, qui peuvent être les plus cassées socialement, ces personnes, à partir du moment où on les met elles-mêmes, je dirais, dans une position à être acteurs, à être responsables et à prendre compte qu'elles-mêmes, je dirais, ont de l'importance et peuvent être utiles à des pairs, à d'autres, ces personnes, je dirais, le fait de pouvoir donner vous met debout, vous charpente et vous donne la force de vivre. Et ça, c'est une aventure extraordinaire, je dirais, que l'on a connue aussi dans de nombreux pays, dans les pays en crise, dans les pays en guerre ou autres. On voit qu'effectivement, ce sont, je dirais, être utile aux autres, c'est quand même, la première richesse. Il nous reste 3 minutes et on va faire un mini tour de table. Bernard Perret, on commence par vous. Les raisons... pour finir sur une note optimiste, doit-on se méfier des rapports marchands ? Oui, quand même, parce que je crois qu'il y a des équilibres qui sont à retrouver. Je vais juste faire une petite remarque. On a vu pendant 52 minutes que c'était quand même un oui très nuancé. Oui, tout à fait. Je vais juste terminer par une petite remarque en forme de paradoxe, qui est que on pourrait attendre de l'État et du politique qu'il incarne en quelque sorte des valeurs autres que le marché et qu'ils défendent au fond des valeurs de collectivité, de dons, etc. Or, il se fait que pour des raisons qu'on pourrait longuement expliquer, qui sont liées à l'endettement des États, etc., aujourd'hui, tout ce dont on vient de parler n'est pas dans l'écran radar de l'État et des hommes politiques. Et ça, c'est un sacré sujet de réflexion. Jean-Marie Destré, même question. Doit-on se méfier des rapports marchands ? Je vais dire oui aussi, mais je dirais
Mais pensons d'abord, je dirais, à ces rapports marchands qui produisent de la valeur financière, de l'argent. Considérons cette valeur financière et cet argent comme un outil, je dirais, au service de l'intérêt général et pas du plaisir personnel immédiat. Philippe Chagnal, à vous pour le mot de la fin. Non, c'est trop d'honneur. Ma réponse à votre question, c'est également oui. D'un point de vue historique et anthropologique, toutes les sociétés humaines se sont méfiées de ce qui pouvait ressembler à des relations strictement marchandes. Voilà, c'est une sorte de leçon de l'histoire. Les moyens ont été différents suivant les périodes, et je crois que dans le contexte qui est le nôtre, d'une marchandisation qui s'opère plus simplement au niveau des États, mais qui s'opère dans le contexte de la globalisation, toutes les armes qu'on a évoquées, qui sont présentes, il ne s'agit pas de les inventer, ce n'est pas des utopies, etc., c'est vraiment des facteurs présents. Il s'agit justement de pouvoir les mobiliser, sans oublier, on l'a dit aussi, que les relations marchandes ont un rôle d'émancipation. Pensons aux femmes, pensons aux petits paysans qui vont pouvoir garantir un certain revenu en allant au marché vendre des biens, etc. C'est pas ridicule, mais les petits marchands, les petits colporteurs du Moyen-Âge, ce n'est pas les grands marchés financiers contemporains. Philippe Chagnal, merci beaucoup. On retrouve vos réflexions dans la revue du MOS. Jean-Marie Destré, merci aussi pour toutes vos réflexions. On vous retrouve évidemment à la Fondation Caritas, au Secours catholique. Bernard Perret, merci aussi pour vos contributions. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain. Très bonne soirée.